Si pour les uns, la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort n'est pas la bienvenue, pour les autres, par contre, cette décision est saluée. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Écho du Palais. Je salue également mon co-débatteur, mon co-présentateur Manu Atibou. Bonjour Manu. Bonjour Madame Chantal. Bonjour chers téléspectateurs. Mesdames et messieurs, pour ce numéro, nous avons choisi d'inviter pour vous Maître Manix Iyenda. Il n'est plus à présenter pour certains téléspectateurs. Avec lui, nous allons devoir aborder cette question relative à la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Bonjour Maître Manix Iyenda. Bonjour Madame Chantal, bonjour Monsieur Manu. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir accepté cette invitation. Sentiment partagé. Merci Maître. Alors, Maître Manix Iyenda, la Constitution de la République met en valeur la vie humaine, la sacralité de la vie humaine. À travers la décision qui a été prise par le gouvernement pour lever ce moratoire, ne pensez-vous pas, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes rétentionniste, alors ne pensez-vous pas qu'à travers cette décision, le pouvoir public a violé délibérément cette disposition de la Constitution? Merci beaucoup Madame. Je pense que cette question, c'est vrai, ça fait l'objet de beaucoup d'encre et de beaucoup de salive, surtout au niveau du microcosme politique national. C'est vrai que c'est aussi un débat qui intéresse l'opinion nationale, mais je voudrais que ces débats ne soient pas un débat de chaleur, mais plutôt un débat de lumière. Parce que dans ce débat, il y a une réflexion, il y a l'exigence de l'orthodoxie juridique qui s'impose pour éclairer la lanterne de l'opinion. D'entre deux jeux, vous avez évoqué les cas de l'article 16 de la Constitution qui consacre le principe de la sacralité de la vie humaine. C'est vrai, beaucoup de gens qui opposent à cette disposition, enfin, qui opposent au code pénal congolais parce que la peine de mort, jusque-là, est prévue dans l'article 5 et 6 du code pénal congolais. J'y reviendrai pour vous expliquer avec ample détail. Mais pour de gens qui font ces raccordements frauduleux en opposant les législateurs pénals aux législateurs suprêmes de notre Constitution au travers de l'article 16 qui consacre le principe de la parité, disons le principe de la sacralité de la vie humaine. Ces gens-là, ils tombent dans une sorte d'interprétation littérale de la Constitution. Et je comprends. Beaucoup de gens pensent par le fait que la Constitution a été écrite en français et qu'ils peuvent interpréter la Constitution selon qu'ils comprennent la langue française. Or, au-delà de cette interprétation littérale qui est très dangereuse d'ailleurs, il y a certaines méthodes et même principes d'interprétation de la Constitution qui existent, notamment le principe des fins utiles, le principe du but recherché, qui nous poussent effectivement à dénicher l'esprit du constituant lors de l'élaboration d'une disposition constitutionnelle. Et au-delà même de cela, il y a aussi le principe du sens éclairé qui nous demande effectivement de scruter même le projet de loi qui détermine les exposés des motifs et les raisons de chaque disposition de la Constitution. Mais restons quand même sur ce principe de la sacralité de la vie humaine. Je me pose toujours une question. Est-ce ces principes de la sacralité de la vie humaine profitent aux victimes ou aux bourreaux? Ça, c'est la première question. La deuxième question, à quel moment ces principes peuvent s'appliquer pour la vie des êtres humains? Est-ce celui qui tue peut également bénéficier de ce même principe de la sacralité de la vie humaine? Je ne pense pas, parce que celui qui tue renonce d'office à ces principes. Celui qui tue cesse d'être considéré comme un être humain. Et c'est même ça, l'esprit du législateur suprême lorsqu'il a conçu cette disposition de la sacralité de la vie humaine. Alors, puisqu'on parle de la levée du moratoire sur l'abolition de la peine de mort, autant pour l'applicabilité de la peine de mort, je viens de le dire tantôt, que la peine de mort est légalisée dans le système juridique congolais. Mais il y a eu quand même un moratoire. Il y a eu quand même un moratoire, c'est-à-dire que le constituant avait vu
l'importance de pouvoir surseoir l'exécution. Et ça date quand même de plus de 20 ans quand même. La dernière exécution date, je rappelle, du 15 mai 2003, donc ça fait... Plus de 20 ans aujourd'hui. La question du moratoire, c'est une question qui doit être perçue dans une parallaxe binoculaire, parce que vous allez vous rendre compte que ces fameux moratoires deviennent comme un monstre à double tête. Mais il a quand même aidé. Non, mais il a quand même aidé. Si le moratoire a aidé, parce que la première question est celle de savoir est-ce que le moratoire a existé en termes de documents. Parce qu'il y a eu des chercheurs qui ont fait ce grand travail de rechercher ne serait-ce que le document qu'on appelle le moratoire sur l'abolition de la peine de mort. On a consulté l'archivage de l'Assemblée nationale, on n'a pas trouvé ces documents. On est allé à la Cour constitutionnelle, on n'a pas trouvé ces documents. On est allé au greffe de différents tribunaux ainsi que la Cour de cassation, on n'a pas retrouvé ces documents. On est allé même au journal officiel de la République, on n'a pas retrouvé ces documents. Et donc, ces documents deviennent un monstre juridique, qu'à cela ne tienne. Au moins, on sait que ce moratoire a existé. Mais la plus grande question est celle de savoir, même si le moratoire a existé, comme vous le savez, chaque moratoire a au moins un délai d'exécution. Quelle a été la date d'expiration du dit moratoire? Le moratoire a été adopté, je ne sais pas si c'était par voie du décret du Premier ministre de l'époque ou d'un arrêté ministériel ou par une décision, je ne sais pas, d'une juridiction ou une décision venant du Parlement. Mais qu'à cela ne tienne, le moratoire a existé, mais quelle a été sa date d'expiration? Depuis 2003 jusqu'aujourd'hui, 2024, est-ce la validité en termes d'effets juridiques de ce moratoire continue de prendre son cours normal? Je ne pense pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je reviens sur l'aspect légal de la peine de mort. Je vous ai dit que dans notre code pénal, qui est le siège pénal, dans lequel on détermine même la nomenclature de toutes les peines en République démocratique du Congo, l'article 5 cite parmi les premières peines, on commence par la peine de mort. Ce n'est pas moi, ce n'est pas M. Tshisekedi, ce n'est pas le membre de l'Union sacrée de la nation, c'est les législateurs pénals. Oui, mais Maître Yenda, est-ce que vous ne pensez pas que, puisqu'on en parle d'ailleurs, oui, est-ce que vous ne pensez pas que cette circulaire prise par le ministre de la Justice, est-ce que vous ne pensez pas que finalement c'est une décision qui est prise sur le vide, sur un vide, puisque vous venez de dire qu'il n'y a pas d'instrumentum, il n'y a pas de document qui va asseoir ces moratoires pour que l'exécution de la peine de mort soit également suspendue? Est-ce que vous ne pensez pas que finalement cette circulaire est plutôt prise sur un sable mouvant, si on peut le dire? Mais moi, je pense que lorsqu'on reste sur les exigences de droit administratif, je pense qu'un document administratif officiel pris par un ministre de la Justice, ces documents-là doivent avoir des références. Si le moratoire a existé réellement, mais dans la circulaire de Madame la ministre de la Justice, vous allez voir la référence du dit moratoire bien précisé dans sa circulaire, cette décision qui a été rendue. Malheureusement, ça n'existe pas. Mais moi, je ne voudrais pas rester sur ça parce que je considère toutes ces questions comme des questions secondaires. Il y a même beaucoup de gens qui se posent des questions sur la valeur juridique. La valeur juridique d'une circulaire, c'est un débat de droit administratif, c'est un document des portées administratives qui a des effets juridiques à l'égard des tiers. Je ne voudrais pas rester sur ça. Restons sur la peine de mort. C'est même ça. Mais c'est quoi les motivations en fait? C'est quoi les motivations aujourd'hui qui vous poussent à pouvoir approuver, soutenir cette levée de ce moratoire? D'abord, Madame Chantal, vous devez savoir que chaque peine a un certain nombre de critères. Et je dirais même des finalités. Parce que lorsque le législateur prévoit une peine par rapport à une infraction commise, l'idée c'est de ne pas compromettre la vie de l'auteur de l'infraction. L'idée c'est de ne pas casser l'harmonie de la société, mais bien au contraire, l'idée c'est de rétablir l'ordre social qui a été perturbé par l'acte commis par l'auteur. C'est comme ça que dans chaque peine,
vous verrez, il y a 3 caractères fondamentaux. Le premier caractère, c'est les caractères pédagogiques. La peine enseigne. Au travers de la peine, vous pouvez avoir ce qu'on appelle d'ailleurs l'incrimination de la loi, parce que la loi détermine les raisons pour lesquelles vous pouvez être condamné sur base d'une infraction commise. Le deuxième caractère, c'est le caractère dissuasif de la peine. Et je crois que c'est même ça le point le plus important. Et enfin, il y a le caractère rétablissement de l'ordre public. C'est-à-dire l'applicabilité de la peine de mort a pour finalité d'abord de dissuader l'esprit criminel qui plane dans la société congolaise. Parce qu'il y a des gens qui tuent les êtres humains, des citoyens congolais, au nom de quelle liberté? Vous savez qu'il y a un principe de proportionnalité qui existe. Lorsque vous tuez, on peut aussi vous tuer, mais par la voie légale. Mais depuis que nous avions pris la décision sur le moratoire, sur l'abolition de la peine de mort, jusqu'à aujourd'hui, en 2024, regardez le taux de criminalité dans notre pays. Il y a la recrudescence de la criminalité. Les gens continuent de tuer. Nous venons de migrer d'un phénomène des enfants des rues à un phénomène Kuluna, des crimes urbains commis en pleine ville de Kinshasa. Vous avez assisté il n'y a pas longtemps le phénomène Kaba Kaba où il y a des gens qui kidnappent des citoyens congolais avec des tueries. Ce sont des choses qui expliquent effectivement les taux très élevés de la criminalité au sein de la société congolaise. Mais quelle est alors la sanction compatible pour arrêter cette hémorragie de l'insécurité, si ce n'est pas la peine de mort? Parce qu'aujourd'hui, la peine capitale ou la peine la plus lourde au-delà de la peine de mort, c'est la peine de 20 ans, même si on a quand même reconnu la peine à perpétuité. Mais au moins, la peine de 20 ans, le criminel aujourd'hui n'ont plus peur d'être condamnés à 20 ans de prison parce qu'ils savent, 20 ans après, ils vont continuer leur vie comme si de rien n'était. Mais Maître Manix, est-ce que vous ne pensez pas que finalement, nous risquerons de tomber dans la situation qui prévaut aujourd'hui dans les États qui mettent en avant l'exécution de cette peine de mort? Puisque je prends l'exemple des États-Unis aujourd'hui qui exécutent la peine de mort, mais on ne peut pas compter les nombres du taux de la criminalité. Il va croissant. Non, mais regardez. Par contre, en France, par exemple, on a quand même supprimé la peine de mort, mais on constate quand même qu'il y a baisse. La baisse de... Mais l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, il y a au moins 27 États qui appliquent la peine de mort. Justement. Mais regardez les 27 États par rapport aux autres États qui ont aboli la peine de mort. Vous allez vous rendre compte que le taux de criminalité est beaucoup plus bas dans des États qui appliquent la peine de mort. Regardez en Afghanistan, regardez dans le Corée du Nord, par exemple. Vous allez voir que le taux de criminalité est trop bas. Pourquoi? Parce que là-bas, on tue. Si vous tuez un être humain, pareil en Égypte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Congo ne serait pas le premier pays au monde qui appliquerait la peine de mort. Mais je voudrais rester quand même, donnez-moi quand même cette petite occasion de vous expliquer sur la peine de mort, d'après les législateurs pénals congolais. Je vous ai dit que la peine de mort est consacrée dans l'article 5. Et même si vous lisez l'article 6 du Code pénal congolais, vous allez voir que le législateur confie la responsabilité au président de la République en sa qualité des magistrats suprêmes pour déterminer le mode d'exécution de la peine de mort. Est-ce elle va s'exécuter par fusillade, par chaise électrique, par pendaison ou par piqûre, comme ça se fait ailleurs. Et donc, aujourd'hui, il est de bonne loi d'accepter que la peine de mort est légalisée dans le système juridique congolais. Un autre volet du débat, c'est le débat autour de l'inconstitutionnalité de la décision. Vous savez, en droit, on dit, il y a une théorie de l'écran législatif qui nous dit, lorsqu'une loi, bien qu'ayant été non conforme à la Constitution, ne fait pas encore l'objet d'une révision, la loi demeure applicable. Les cas du Code pénal congolais. Et donc, aujourd'hui, il y a lieu d'appliquer la peine de mort dans sa rigueur légale possible, sans pour autant friser l'esprit et l'âme de l'article 16 qui parle du principe de la sacralité de la vie humaine. Un autre volet sur la peine de mort, c'est le volet historique, le volet politique, le volet juridique, déjà on en parle. Mais vous allez vous rendre compte qu'avant même la décision sur l'abolition de la peine de mort, le dit moratoire,
vous allez voir qu'il y a eu des événements politiques, sécuritaires, des événements armés qui ont précédé cette année de 2003. Il y a eu autant de groupes rebelles qui se sont recroquevillés vers le coin de la République pour prendre des armes et attaquer l'État. Jean-Pierre Bemba avec sa troupe, Zaïd Ngoma, Azarias Roubero avec son groupe, et etc. Joseph Kabila est venu, il nous a proposé une politique d'arbre à palabre, le traditionnalisme politique congolais, le dialogue, autour d'une formule de 1+4. Nous pouvons conjuguer nos efforts dans une gouvernance commune. Nous sommes allés au dialogue de Sun City avec ses belligérants, avec ses protagonistes. Mais quelle a été l'idée cachée sur cette décision qui débouche à un moratoire sur l'abolition de la peine de mort? Ces belligérants, ces gens qui ont tué le Congolais, ils savaient qu'un jour, la justice va s'appliquer dans ce pays et que la peine de mort peut s'appliquer sur eux. Ils ont fait pression à M. Joseph Kabila pour lever, disons, pour prendre cette décision du moratoire afin de suspendre l'applicabilité de la peine de mort. C'est vrai, il y a aussi le volet de l'avènement de droits de l'homme parce qu'il y a la charte des Nations Unies que nous avions ratifiée qui consacre même de principes fondamentaux sur les droits humains. Il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est là aussi certaines conventions. C'est là aussi qu'on reproche à la République de pouvoir ratifier des accords internationaux pour après ne pas les appliquer. Quelle image on donne à l'extérieur du pays? C'est cela le problème. Je vous ai dit, au-delà de la dimension juridique, puisque la RDC a ratifié tous ces traités et accords internationaux, il y a la dimension politique. Je vous ai contextualisé les réalités avec lesquelles qui nous ont amenés au point de prendre ces moratoires pour suspendre la peine de mort qui est d'ailleurs consacrée dans le code pénal de notre pays. Donc aujourd'hui, je pense que la peine de mort, et d'ailleurs dans la circulaire dont vous avez fait allusion tout à l'heure, on a déterminé les types des infractions qui feraient l'objet de l'applicabilité de la peine de mort. La peine de mort ne va pas s'appliquer parce que quelqu'un a volé un stylo ou parce que quelqu'un a détourné de l'argent de l'État ou parce que quelqu'un a fait de la diffamation sur une autre personne. Non, la peine de mort est une peine spéciale qui s'applique sur des infractions spéciales bien prédéfinies dans la circulaire. On parle de crimes de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. On parle de tout ce mouvement d'insurrection qui prennent les armes contre l'État. On parle du banditisme urbain, c'est là où on implique la dimension Kuluna, pour effectivement arrêter cette hémorragie de l'insécurité. Et donc, moi, je me pose souvent de questions, parce que j'ai même entendu les prélats de l'Église catholique, j'ai entendu les opposants congolais qui s'inscrivent dans une logique contraire. Pourtant, je me demande, aussi longtemps que vous n'aviez pas fait l'objet de l'espionnage, de l'infiltration, vous n'avez jamais pris des armes contre le pays, vous n'avez tué personne, je me demande pourquoi vous avez peur de la peine de mort. Maître Manix, c'est vrai que vous avez dit que c'était une sanction spéciale qui s'applique aux infractions également spéciales. Mais ne pensez-vous pas que l'État, en tant que détenteur des pouvoirs publics, il a toute l'autorité possible, ne peut-il pas trouver d'autres sanctions que celle-là? Par exemple, une personne qui a ôté la vie à quelqu'un d'autre, on lui impose également, on lui le soumet, en fait, on peut aussi lui ôter la vie. En revanche, l'État procède aux mêmes méthodes que le criminel. N'est-il pas limité? Est-ce que ici, je me permettrai de renchérir ce que Madame Chantal voudrait dire. Maître Manix, est-ce que tuer enseignerait mieux à un tueur ou dissuaderait mieux quelqu'un qui, en tout cas aujourd'hui, nous devons le reconnaître que dans notre pays, il y a quand même des circonstances qui poussent certaines personnes aujourd'hui à s'identifier comme étant des instables psychologiques. Ça arrive. Mais est-ce que pour ces gens-là, s'il arrivait que certains allaient jusqu'à donner la mort, est-ce que pour dissuader les autres, on aura besoin de tuer ces personnes pour justifier disons, le respect de textes quant aux sanctions? Je voudrais qu'on reste sur le principe de l'État. D'abord, la première des choses à noter, l'État ne commet pas de crime aussi longtemps que les actes de l'État se fondent sur les lois de la République. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, l'applicabilité de la peine de mort n'émane pas de la volonté d'un individu.
ni du président de la République, ni des opposants, moins encore du cardinal de l'Église. Mais ce sont catholique. eux qui les appliquent. Non, mais la décision qui applique la peine de mort, c'est une décision judiciaire. Et là C'est aussi, une décision c'est un problème. des justices. Et là aussi, c'est un problème parce que on est en train, au jour d'aujourd'hui, le chef de l'État même l'a reconnu, qu'il ne faisait pas confiance en l'appareil judiciaire. Il a même reconnu du haut, dans une conférence de presse, à la face du monde, que l'appareil judiciaire était malade. Comment faire confiance à une telle justice et lui accorder cette parcelle, la parcelle de pouvoir déclarer la mort sur telle ou telle autre personne pendant qu'on sait qu'il y a beaucoup de maladies qui rongent l'appareil judiciaire. Vous savez, madame, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi on reproche le côté sincère du président de la République lorsqu'il aborde sur la question de secteur national de notre pays. Lorsque le président dit que la justice de notre pays est malade, ça fragilise, maître. Mais effectivement, ça c'est un discours de sincérité, c'est un discours de mais qui ne les disculpe pas. Rappelons que le président, c'est un aveu de faiblesse. À ce jour, le président est le mieux informé de tous. Justement. Quand il le dit, c'est parce qu'il a constaté, au-delà de tout ce que nous pouvons constater aujourd'hui, avec lui, il a cette parcelle de pouvoir, cette priorité de savoir que ici ça ne va pas, ici ça va, ça ne va pas. Et proposer par exemple, quand il dit que la justice est malade, c'est parce qu'il a pesé le pour et le contre pour finalement conclure. Je veux vous dire une chose. Vous donc avez, un côté sincère qui les tue aussi. Oui, vous avez un président de la République, au-delà de la fonction président de la République, il a aussi un certain nombre d'attributs qui par moment dépassent la dimension du président de la République. Parce qu'il est président, parce qu'il est limité, notamment sur la limite du principe de Montesquieu, la séparation de pouvoir. Un président de la République ne peut pas s'interférer, notamment aux décisions de la justice. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Mais en tant que chef de l'État, parce que le président de la République n'est pas à confondre avec un chef de l'État. En tant que chef de l'État, là, il agit comme le garant de bon fonctionnement des institutions de la République. En tant que chef de l'État, il est au-dessus de la justice. C'est comme ça qu'on l'appelle magistrat suprême. En tant que chef de l'État, il a la responsabilité de dire aux animateurs de la justice, regardez, l'appareil judiciaire congolais ne fonctionne pas convenablement, vous devez faire votre travail comme il faut. Et c'est ce qu'a fait le président de la République. C'était un rappel à un devoir des responsabilités à tous les opérateurs de la justice, le juge, le magistrat, je dirais autant pour les avocats de notre pays. Et donc, il faudrait prendre le discours du président de la République comme un discours des responsabilités et non un aveu d'échec. Madame, je voudrais vous donner un exemple, notamment du détournement des deniers publics. Est-ce que vous savez qu'un Congolais qui détourne 1 million de dollars peut vivre pendant 20 ans s'il dépense chaque jour 100 dollars? Faisons l'arithmétique simple. Vous prenez 100 dollars multiplié par 30 pour que ça fasse un mois, ça vous donne 3 000 dollars. Vous prenez 3 000 dollars multiplié par 12 pour que ça fasse une année, ça vous donne 36 000 dollars. Vous prenez 36 000 dollars fois 20 pour que ça fasse 20 ans, ça vous donne à peine 720 000 dollars, moins de 1 million. Quelqu'un qui détourne 1 million de dollars, il dépense chaque jour 100 dollars pendant 20 ans. Alors, comment peut-on comprendre quelqu'un qui a détourné plus de 250 millions de dollars et sa peine, c'est une condamnation à 20 ans de prison? Mais écoutez, celui-là, il acceptera de rester pendant 20 ans dans la prison de Makala et continuer de construire des bâtiments, d'envoyer ses enfants en Europe, d'acheter des véhicules et de faire tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez des prisonniers luxueux. Quand vous partez leur rendre visite, ils vous donnent un transport de 500 dollars. Mais aujourd'hui, Maître Yen, il faut reconnaître que le droit prévoit des mécanismes par la voie d'exécution, de retirer des fonds qui ont été acquis de manière frauduleuse. Il y a aujourd'hui les saisies à partir des banques des fonds des criminels que l'État pouvait, par exemple, se prémunir ou alors avoir la volonté de garantir ces mécanismes, de faire fonctionner de la manière la plus... Non mais attention, meilleure qui soit. Celui qui vole n'est pas assez idiot que ça. Il est très intelligent, il peut dissiper sa richesse. Et si l'État n'est pas en mesure de retrouver ses biens volés, qu'a fait l'État par rapport à l'argent qui est déjà volé? Maître Manix, là vous êtes en train de dire qu'il y aurait des individus qui seraient plus intelligents. Non mais moi je fais un plaidoyer simplement
aussi sur l'applicabilité de la peine de mort sur des gens qui détournent le denier public de l'État à l'échelon. Ah, vous voulez qu'on puisse ajouter? Mais bien sûr que oui. Parce que les criminels économiques sont pareils aux criminels militaires. Celui qui tue un Congolais et celui qui vole $1 de Congolais sont pareils. Parce qu'un Congolais vit en deçà de $1. On le dit tout le temps. Et donc, aujourd'hui, il faudrait aussi dissuader tous ces criminels économiques avec la rigueur de l'applicabilité de la peine de mort. Ça va arrêter l'hémorragie. Au moins, si un politicien prend la responsabilité en termes de gestion de la chose publique de l'État, ses enfants vont lui rappeler, papa, vole, mais n'arrive pas à l'échelon de millions. Sinon, on va te perdre. C'est plus simple que ça. Alors, Maître Manix, vous avez évoqué l'effet dissuasif de l'exécution de la peine de mort. Parmi les répressions reprises sur la note circulaire, il y a également, vous avez dit, la vision pour la politique de l'État de réprimander la recrudescence du banditisme urbain. Mais beaucoup plus, il faut insister sur la question de l'espionnage, la question de la trahison, parce que dans cette période, ce n'est pas pour rien que Madame la ministre de la Justice a pris cette décision, parce que le Congo fait l'objet de l'agression contre l'ennemi qui est bien identifié, mais seulement il y a encore d'autres ennemis qui sont à l'intérieur du Congo. Comment vous pouvez imaginer un soldat qui est reconnu comme l'un des éléments de l'armée congolaise, mais qui prend des informations de notre armée et donne à l'ennemi. Aussitôt l'ennemi prend les informations, l'ennemi tue autant de nos militaires de la FRDC. D'où la question. Entre la vie de celui qui trahit la République et les 150 Congolais tombés à cause de l'information donnée par l'ennemi, est-ce la vie du traître est plus précieuse que celle de tous ces Congolais, ces vaillants soldats qui sont tombés en plein front? Mais je ne pense pas. Voilà pourquoi la peine de mort aussi devra dissuader tous ces infiltrés qui sont encore dans l'armée de notre pays. Ils doivent avoir peur parce que, à défaut d'une trahison ou de l'espionnage, ils peuvent avoir la peine de mort comme l'une des grandes sanctions infligées à ce genre de pratiques. Alors, Maître Manix, avant d'arriver au cas des infiltrés, les traîtres, quand vous parlez des traîtres, est-ce que vous ne pensez pas que dans l'armée, puisque vous en parlez, le problème ne serait pas seulement au niveau des traîtres, mais plutôt il faut voir les causes de cette traîtrise. Il y a pour certains qui se plaignent aujourd'hui du mauvais traitement de nos militaires aujourd'hui qui sont payés à un montant, je dirais, assez vil. C'est vrai que ça peut occasionner d'une certaine manière la lassitude pour certains qui auront perdu le sens patriotique pour certains. Non, mon frère, vous savez, il ne faudrait pas légitimer un certain nombre de pratiques nocives, des pratiques que je considère comme des pratiques de compromission à la sacralité de la République. Ce n'est pas parce qu'on vous paye avec un maigre salaire que vous devez trahir la République, non. Ce n'est pas parce que votre enfant ne va pas à l'école qu'on doit tuer tes compatriotes congolais, non. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé le matin qu'on doit prendre une portion de notre territoire national, non. Donc il ne faudrait pas aller dans ce sens parce que au-delà du fait que nous parlons de la sacralité de la vie humaine, la République démocratique du Congo a aussi une vie sacrée que nous devons préserver à bon escient. Et donc tout celui qui dépassera cette limite de la sacralité de la République, en tout cas je pense que la peine de mort doit s'appliquer dans ce contexte-là. Manix Iyenda, curieusement, tous ceux qui soutiennent, en tout cas c'est une lecture que j'ai faite depuis que cette décision a été prise, tous ceux qui soutiennent cette décision sont pro-régime actuel. Par contre, ceux qui la désapprouvent sont de l'opposition, mais également il y a la communauté internationale qui est également derrière cette catégorie des personnes. Pourquoi cette configuration? Qu'est-ce qu'on sous-entend? Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche certaines choses sur certaines personnes bien ciblées? Non, mais madame, vous avez évoqué les cas de l'opposition politique congolaise. C'est parce que nous avons une opposition irresponsable. C'est une opposition qui s'oppose à tout. Comment vous pouvez imaginer, pendant que nous avons la guerre contre le Rwanda, pendant que le président Tshisekedi s'oppose à M. Paul Kagame, comment toi, un opposant congolais, tu peux t'opposer
au président Tshisekedi. C'est comme ça que moi j'ai toujours dit, tout opposant qui s'oppose au président Félix Tshisekedi sans pour autant s'opposer à Paul Kagame, c'est un infiltré. C'est plus simple que ça. Et donc la peine de mort peut aussi lui être infligée. Non mais la peine de mort, je l'ai dit, la peine de mort ne sera pas appliquée sur toutes les infractions. Il y a des infractions bien spécifiques. Un opposant qui n'a pas tué, un opposant qui n'a pas pris les armes contre le Congo, un opposant qui n'a pas fait l'objet de la trahison, parce que Mzee Laurent Désiré Kabila nous a dit ne jamais trahir le Congo, un opposant qui ne fait pas l'objet de l'espionnage, je me demande pourquoi cet opposant va avoir peur de la peine de mort. Merci beaucoup, Manix Iyenda. Parce que quelqu'un comme Corneille Nangaa, madame, s'il vous plaît, Corneille Nangaa, tous nous sommes convaincus qu'il mérite la peine de mort. Merci beaucoup. Jean-Jacques Mamba et tout le reste. Merci beaucoup, merci beaucoup, maître. Je crois qu'on devra arrêter. La télévision, c'est le temps. La régie nous renseigne déjà que nous avons débordé de quelques poussières de minutes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous soutenez, de vous dire merci. Vous soutenez cette levée de ce moratoire et donc pour vous, la peine capitale est la meilleure des peines qui soit admissible à toutes ces personnes qui trahiraient le pays. Vous avez justement énuméré les infractions qui sont passibles de cette peine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accordé de votre attention. Nous vous retrouvons prochainement avec le même numéro. Au revoir.